qui vient de paraître. Alors, si vous avez lu, messieurs, dames, la 4e de couverture, vous savez plus ou moins de quoi ça parle, mais c'est l'histoire d'un chef, un grand cuisinier qui s'appelle Paul Renoir, qui a 62 ans, qui est au sommet de sa gloire. Il a 3 étoiles au guide Michelin avec son restaurant Les Promesses. Mais que j'appelle le guide. Parce que... le guide, on va parler justement de tout ça. Il a été élu meilleur chef du monde. Donc on pourrait croire que tout va bien, mais malheureusement non, tout ne va pas bien. Il reçoit une équipe de tournage chez lui qui souhaite faire un reportage, et malheureusement, au cours de ce reportage, le chef se suicide avec son fusil de chasse. Et donc, on est emporté dans ce roman, dans l'histoire de la gastronomie française, en même temps que l'histoire de ce chef, puisque évidemment on va découvrir son enfance, son histoire, et on va avoir l'occasion d'en parler, mais on va vraiment, grâce à vous, en apprendre beaucoup sur l'histoire de la cuisine en elle-même, et découvrir ce monde un peu clos finalement pour le grand public, qui est le monde de la gastronomie, des chefs, mais aussi des critiques, des journalistes qui gravitent dans ce milieu, et des guides en particulier. Alors, moi j'ai une première question, parce qu'on ne peut pas lire chef sans penser à Bernard Loiseau. Donc première question, voilà, est-ce que c'est votre inspiration première, Bernard Loiseau? Non. Alors, Bernard Loiseau on pense forcément à Bernard Loiseau, évidemment, sauf que le récit que je fais du moment en fait où il décide de mettre fin à ses jours, c'est Benoît Violier, qui est beaucoup moins connu, et qui est franco-suisse, qui s'est suicidé à l'hôtel Crissier. Bernard Loiseau, en fait, avant de se suicider, il y a son fils Bastien qui est dans le salon, et il est en train de regarder un match de foot. Et pendant 20 minutes, Loiseau lui dit « va jouer dehors, va jouer dehors, va jouer dehors ». Donc pendant 20 minutes, Loiseau a envie de... Enfin, il a pris la décision de mourir, et il va aller jusqu'au bout de son acte. Benoît Violier, ça s'est passé comme je le raconte dans le livre, c'est-à-dire qu'il rentre de chasse, il a posé son fusil, normalement il était cadenassé, il a posé son fusil contre le mur, sa femme entre pour lui dire « dépêche-toi, il faut que tu descendes au restaurant », elle claque la porte et le fusil tombe à ses pieds. D'ailleurs, c'est comme ça que je décris, hein, la seule phrase c'est « il ramasse l'arme ». Voilà. Et ce qu'il faut dire un petit peu, c'est que en effet, ça commence par cet acte qui est tragique, mais c'est le chef qui va vous raconter son histoire à la première personne. Donc, il est toujours vivant pour le lecteur, puisque ce sont les rushs de Netflix qui étaient venus filmer. Et en fait, le fait d'avoir les rushs comme énonciation, ça permet à Paul Renoir de raconter l'histoire que lui souhaite raconter, c'est-à-dire d'ériger sa propre légende. Évidemment, à la télévision, on ne va pas raconter l'obscurité, on va raconter tout ce qui, même s'il le raconte un petit peu. Et un chapitre sur deux, j'espère que je ne vous mange pas, mais après je vais arrêter. Et un chapitre sur deux, c'est la suite de la vie de la brigade après la mort du chef. C'est-à-dire ce que ça va déclencher en chacun d'eux, parce qu'ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, liés au chef. Une brigade, c'est quoi? On voit dans les grands restaurants, la brigade, c'est le chef. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner le tempo, quasiment la personnalité au collectif. Chez Pierre Gagnère, qui est un homme très doux, très souple, on va dans les cuisines et c'est toujours très silencieux. D'ailleurs, quand on va dans les cuisines, il a un interrupteur, il tamise la lumière. Comme ça, quand on entre, tout devient... parce qu'une cuisine, quand même, ça peut être assez agressif quand on ne connaît pas. C'est des néons, c'est violent, c'est de l'inox. Et dans des cuisines où les chefs sont plus violents, la violence descend comme une pyramide. Voilà. Donc c'est Bernard Loiseau, évidemment, est là derrière. En fait, il y a quelque chose que j'ai pris de Bernard Loiseau, c'est que Bernard Loiseau se suicide avec le fusil que lui a offert sa femme. Je ne sais pas si vous voyez le symbole psychanalytique, et donc ça, je l'ai gardé. Bon. Et donc le déclencheur, c'est plutôt le suicide de Benoît Violier. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était la seconde où tout bascule, pourquoi. Et donc, finalement, c'est une enquête qu'on mène sur les traces de cet acte. C'est-à-dire qu'en se révélant, Paul Renoir lui-même est en train de réfléchir. Il ne sait pas évidemment ce qui va se passer, mais il est en train de détricoter
ce qui va conduire à l'acte, sachant qu'il n'y a pas une raison à un suicide évident. Donc vous le disiez, hein, effectivement, dans votre roman, ce qui est particulièrement entraînant, c'est cette alternance entre les chapitres qui ont trait au passé et les chapitres dans le présent, donc la vie de la brigade après la mort du chef. Et dans ces chapitres qui ont trait au passé, vous faites revivre, en tout cas à travers le récit de Paul, vous faites revivre ses ancêtres et notamment sa grand-mère, Yvonne. Là, je dois dire que vous accordez une place magnifique à cette grand-mère Yvonne qui lui a donné le goût de la cuisine et je crois que c'est important pour vous de repositionner les grands-mères un petit peu et la cuisine de nos grands-mères au centre. Vous pouvez nous dire un petit peu bon, c'est mon 3e roman et dans mes 3 romans, il y a une grand-mère quelque part. J'ai tellement de choses à vous dire, il faut que j'essaie de structurer. La grand-mère, en effet, à un moment, c'est ce que je dis, ce que j'écris au début du livre, on ne peut pas se dire chef sans avoir l'image d'une grand-mère ou d'une tarte aux pommes qui refroidit sur une fenêtre, etc. Et bien, parce que c'est vrai. Parce que la grand-mère, c'est elle qui vous donne ses goûts originels. Moi, j'ai eu 2 grand-mères qui ont compté pour moi. J'ai 2 grand-mères. J'ai du côté italien, ma grand-mère italienne, du côté espagnol, ma grand-mère espagnole. Et les 2 cuisinaient. Et elles m'ont donné le goût de la cuisine. Ensuite, c'est mon père qui cuisinait, maintenant c'est moi qui cuisine aussi. Et j'ai l'impression, en fait, que ce qu'apporte la grand-mère, c'est, contrairement par exemple aux parents, c'est une espèce d'éducation, parce que le goût est une éducation, c'est-à-dire que si vous êtes bien nourri dans votre enfance, il y a de très fortes chances pour que vous mangez bien et que vos enfants ensuite mangent bien. C'est cette espèce d'éducation qui est l'un des dernières transmissions du patrimoine familial et de l'endroit d'où on vient aussi. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère espagnole cuisinait espagnol, ma grand-mère italienne cuisinait italien. Et j'ai gardé ce lien avec ces pays par la gastronomie. Et d'ailleurs, je trouve que la gastronomie, et quand je dis la gastronomie, c'est la cuisine en général, est un pont vers les autres cultures qui est incroyable. C'est-à-dire que j'ai raconté, alors il y a monsieur le libraire là-bas qui va entendre les mêmes anecdotes, mais Alain Ducasse m'avait demandé Alain Ducasse, au moment où il était au Plaza Athénée, il voulait envoyer un photographe, un écrivain, un peintre dans les cuisines du Plaza pour raconter les cuisines d'une façon différente. Et quand on arrive là, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça, au Plaza, il y avait 10 nationalités différentes. Il y avait 10 nationalités différentes, des Japonais, des Marocains, des Espagnols, des Italiens, et beaucoup ne maîtrisaient pas le français. Et pourtant, ils arrivaient à cuisiner ensemble. Parce que la cuisine, c'était leur langage commun. Et c'est ça que je voulais dire aussi par la grand-mère, c'est qu'elle offre, un ancrage dans l'histoire. Et c'est vrai qu'à travers le livre aussi, à travers toute l'histoire de la cuisine française, en creux, évidemment, je défends une certaine identité française, l'identité des terroirs. Parce que je préfère le terme de terroir au terme de territoire, voilà, qui est devenu très politique et qui ne veut plus rien dire. Voilà. Il y a des terroirs en France. Si vous êtes d'accord, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit passage vraiment, beaucoup de passages très beaux, mais ce passage autour d'Yvonne, et si vous êtes d'accord, j'aimerais pouvoir le lire. Ah, moi je suis d'accord. Parce que il y a vraiment, je dirais, un rapport charnel entre Yvonne et la cuisine et entre son petit-fils, donc Paul Renoir, encore enfant. Mais c'est vrai que c'est bien de lire parfois, oui, parce que... Je crois, en tout cas, c'est vraiment beau et c'est plein d'émotions vraiment ce rapport à la grand-mère. Donc il faut dire aussi, on précisera après, mais donc Yvonne a obtenu une étoile au guide Michelin. Parce que sans la rechercher. Voilà. Elle a une... Tomber dessus. Oui, voilà, elle a fait un jour une salade de haricots verts extraordinaire, craquante, et puis les inspecteurs sont arrivés là. Alors ça, j'ai un peu piqué ça à Paul Bocuse, qui dit-on, a eu sa première étoile avec une salade de haricots verts. Une étoile, les enfants. La mère Renoir en avait les larmes aux mots, sa voix trébuchait. Moi, je suis allée jusqu'au certificat d'études. J'ai connu la guerre, le rationnement. Cette étoile, c'est la nôtre. Elle appartient à tout le monde, à vous tous, et à ceux qui nous ont quittés. Caruso, Pirates, et même Polo qui ouvrait le robinet des sauces. L'équipage se réjouissait de la voir si heureuse.
mais personne ne savait à quoi ça servait vraiment une étoile. Gagnerait-il plus d'argent? Des jours de repos supplémentaires? La seule réponse honnête aurait été « des emmerdes ». Impossible désormais pour la mère Renoir de quitter le navire. Un décret royal venait de la nommer corsaire. Paris avait réquisitionné notre équipage pour servir les intérêts supérieurs de la gastronomie française. Elle mourrait sur le pont, un chaperon dans la main droite, une palombe dans la gauche. Toutes les forces disponibles seraient nécessaires. Alors Yvonne a inspecté ses troupes et ses yeux ont fini par tomber sur moi, Paul Renoir donc. Viens là, petit. Ça te dirait de devenir mon apprenti, d'avoir ta place en cuisine? Yvonne, seule, avait le pouvoir de m'adouber. J'ai hoché la tête en souriant bêtement. Ma venue officielle au fourneau a été saluée par un concert de fourchettes et de casseroles. Grand-mère m'a tendu un tablier 3 fois trop grand. Je l'ai passé avec fébrilité. Tout le monde s'est esclaffé de me voir si maladroit. Une fois à l'intérieur, toute gêne a disparu. C'est ce que devaient ressentir les chevaliers du Moyen-Âge quand ils glissaient dans leur armure. Rien, désormais, ne pourrait plus m'atteindre. Mon père s'est avancé et m'a pris dans ses bras. Finalement, la vie avait peut-être des plans pour moi. Voilà. Ce moment de transmission qui est vraiment un joli moment, et il y en a énormément. Ils vont aller à la Tour d'Argent aussi. Oui, ils vont aller fêter cette première étoile à la Tour d'Argent. Et alors, bon, vous parlez donc de cette grand-mère, mais c'est l'occasion pour vous de remettre un petit peu, j'ai envie de dire, les femmes comme l'église au milieu du village, parce que c'est assez, enfin moi je l'ignorais totalement, il me semble que c'est assez peu connu du grand public, mais il y a eu des femmes qui ont été étoilées il y a très longtemps de cela, et vous parlez en particulier de Eugénie Brasier, et je crois Marie Bourgeois, je ne veux pas faire d'erreur, Oui, tout à fait. qui ont été étoilées en 1933. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, oui, alors moi, c'est vrai que je pense qu'il y a un autre projet que je vais faire, c'est sur les mères en cuisine. Vous voyez ce que c'est les mères? La mère Brasier, la mère Bourgeois, la mère Blanc, la mère Fillou, chez qui Brasier a étudié. Alors les mères, ce sont des femmes, d'ailleurs la première mère remonte à juste avant la Révolution française. Ce sont des femmes qui se sont émancipées très tôt, qui ont tout sacrifié en fait à leur passion en fait, qui était la cuisine, mais qui était peut-être une passion au début qui était imposée et dont elles ont su faire en fait une passion voulue. La mère Brasier, ce qui se passe, c'est qu'elle a 18 ans, elle tombe enceinte de quelqu'un dont elle ne devait pas tomber enceinte, et son père la met dehors. La mère Brasier, elle a une enfance, elle n'est pas allée à l'école, ou alors juste l'hiver, juste pour se réchauffer, mais le résultat, elle travaillait à la ferme, etc., etc. Elle laisse l'enfant, le bébé, elle abandonne son bébé, qui s'appelle Léon, elle l'abandonne parce qu'elle est mise dehors, et elle va devenir nourrice à Lyon, nourrice d'un autre bébé, puisque donc nourrir un autre bébé. Elle arrive dans une famille de fabricants de pâtes, et à un moment, la cuisinière de la famille tombe malade, et donc elle commence, elle, à faire la cuisine, etc. Et elle ouvre très bientôt son premier restaurant, et en 1933, parce qu'il faut voir, 1933, donc Hitler arrive au pouvoir, et c'est la première promotion de 3 étoiles du guide Michelin. Et il y a 2 femmes qui sont honorées de 3 étoiles, la mère Brasier et Marie Bourgeois, et la mère Brasier aura même 2 fois 3 étoiles. Et à côté, il y a Ferland Point, ça vous dit peut-être aussi quelque chose, qui a 3 étoiles aussi. Il faut voir qu'en 1933, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un chéquier. C'est-à-dire qu'elles auront le droit de vote dans 12 ans. Donc c'est quand même extrêmement révolutionnaire. Et ce qu'il y a de passionnant là-dedans, c'est qu'en effet, ce sont des femmes qui font cette gastronomie, qui est de la haute gastronomie. Parce que Paul Bocuse ne va rien faire d'autre que la mère Brasier. Bernard Paquot à l'Ambroisie, il fait toujours de la mère Brasier. Mais ce qui est passionnant, c'est ce passage, dès que l'homme décide de faire dans la sphère commerciale ce que feront les femmes, c'est là où ils deviennent des stars. La mère Brasier, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui... Peut-être ça évoque quelque chose de loin, mais c'est pas Paul Bocuse. Paul Bocuse, pour tout le monde, c'est le... Ah. Voilà, donc il y a ça aussi, et c'est aussi cet hommage que je voulais rendre, c'est que l'origine des goûts vient des femmes, voilà, ou d'une grand-mère, ou d'une mère, et les hommes s'en emparent, et ils font de la gastronomie... voilà, ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que maintenant on est à la 13e année de Top Chef quand même. Je voulais vous remercier pour ça, parce que c'est vraiment prégnant dans le livre. Mais je vais faire une BD sur les mères.
Alors, je me suis un petit peu renseignée, il me semble qu'en 2021, nous comptions 57 femmes chefs en France. Oui. Non, mais je crois 89% des chefs sont des hommes, même aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, c'est quand même extrêmement difficile. Alors justement, vous en parlez. Belle transition. Voilà, merci pour la transition. Évidemment, avec le suicide de Paul Renoir, vous nous faites découvrir la pression qui repose sur les épaules des chefs. Et avant de rentrer dans les histoires de guides et de critiques, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous nous décrivez, de la violence que vous nous décrivez dans les cuisines. Moi, j'ai été choquée vraiment en lisant alors, qu'il y ait des bizutages, qu'il y ait un certain nombre de choses au sein des cuisines entre les brigades. Okay, mais l'anecdote est-elle vraie lorsque vous parlez d'une brigade qui devait d'apprentis qui devaient porter des couches parce que le chef fermait les toilettes à clé pendant le service? Pour pas qu'ils perdent de temps. Oui, c'est vrai. En fait, tout ce que je raconte dans le livre, je vous le dis, est vrai. Tout, absolument tout. Paul Renoir est juste un stratagème fictionnel pour pouvoir entrer dans ses coulisses. Mais tout ce que vous racontez, cette anecdote-là, oui, c'est un chef, un MOF, qui est mort il y a quelques années. Et d'ailleurs, après, c'est toute l'hypocrisie du milieu où on l'a porté au nu, alors que juste pour ça... Mais je peux vous raconter une autre anecdote sur ce chef. Il était à un moment à Bordeaux, chef consultant, et il y a une journaliste japonaise qui est là, et elle trouve que l'un des plats est raté. Il fait sortir son chef japonais, qui fait mettre à genoux dans la salle, et il le gifle une fois. Et il lui demande de s'excuser auprès de la journaliste japonaise, et donc le chef japonais ne le fait pas, et il le gifle une deuxième fois. Donc, alors évidemment, ce type de comportements sont en train de diminuer, de disparaître. D'une part parce que ça commence à se savoir, je dis bien ça commence à se savoir, parce qu'en vérité, si vous voulez, c'est compliqué, parce qu'il y a des chefs, vous verrez, qui sont extrêmement sympathiques, mais l'humiliation, elle existe. Moi, j'ai assisté à plein de choses, avec des chefs qui sont extrêmement... qui traitent finalement bien leur troupe aussi à la fois. Vous voyez, il y a ce chef qui a pris le turbo et qui jette le turbo par terre, et il demande à son sous-chef, devant toute la brigade, de le ramasser, parce que son sous-chef avait un gros ventre, était trop gros, et il voulait lui dire de perdre du poids. Et donc le sous-chef a du mal à se baisser avec son ventre, et il reprend le poisson, il rejette le poisson, et ça 4 fois. Et donc évidemment, tu fais ça devant la brigade, sachant que c'est le sous-chef, on sape l'autorité de ce sous-chef par rapport aux autres. Et le chef qui a fait ça, je peux vous le dire, est quelqu'un d'extrêmement généreux et qui traite très bien. Mais voilà, donc il y a quand même une évolution. Là, les couches, il n'y a plus personne qui porte de couches, et même ça, c'est quand même extrême. Mais il y a en effet, il y a de la violence. Quand on fait chauffer une cuillère pour tatouer le nouveau venu, ça se fait toujours. L'anecdote que je racontais hier, c'était Marc Vera qui avait posé un pistolet sur le cou de son commis parce qu'il avait raté une cuisson de poisson. C'est un pistolet non, pas du tout, il faut que je retrouve mon mot. C'est pour, vous savez, sur les bateaux, là, Ah oui, les fusées d'alerte. Oui, les fusées d'alerte. Donc il lui enfonçait le truc. Et un des chefs de Vera, pour pouvoir se séparer de lui, Vera avait sorti un couteau, je le raconte aussi, il lui met la fourche à viande ici. Enfin, il y a quand même il faut voir aussi que ces gens-là, ce sont déjà... C'est beaucoup de testostérone, qui arrive à 6h du matin et qui part à 2h du matin. C'est-à-dire dans un état de fatigue permanente, dans un état de tension permanente. C'est un métier, c'est quand même le seul métier où 2 fois par jour, des inconnus viennent juger. Alors certes, ils paient, mais aujourd'hui, ces inconnus, ils peuvent mettre sur le réseau, ils peuvent écrire. Et puis, évidemment, derrière, alors là, peut-être une nouvelle transition vers vous, il y a le guide. Oui, alors non, pas encore. D'accord. Pas encore. Le guide Michelin, qui est comme une espèce de Deus ex machina qui regarde... mais voilà. moi, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Si, vous avez confirmé le fait qu'il y avait... Oui, tout ce que je raconte, toutes les anecdotes, tout est vrai.
Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous décrivez ce monde des grands chefs. On a l'impression d'un royaume un peu, d'un système féodal avec des grands seigneurs qui sont là, qui gardent leur fief. Oui, c'est vrai. Et peut-être par exemple, quand aucun chef du temps du règne de Bocuse ne pouvait aller à Lyon, même pour ouvrir une pizzeria. C'est-à-dire qu'il fallait aller le voir, et c'était Don Corleone, et Bocuse est un type sympathique, etc. Il a fait énormément pour la gastronomie française, c'est pas une critique quand je dis ça, qui venait vous dire, ok, toi tu peux, toi en revanche tu peux pas. Et c'était gare à celui qui le faisait sans son autorisation. Parce qu'il envoyait des types qui mettaient des chèques en blanc, ils cassaient, etc. au bout d'un moment. Mais c'est pareil à Marseille. Là, le roman se passe à Annecy, en Haute-Savoie, parce que c'est un moment passionnant gastronomiquement, parce que en haut, il y a le Roi Petit qui a 3 étoiles, un peu plus bas, il y a Johan Comte qui a 2 étoiles, à 100 mètres, il y avait la mer Bise, il y a Jean Sulpice qui a 2 étoiles, et donc forcément, une espèce de tension au bord du lac incroyable. Mais devant les caméras, ils vous disent toujours non, mais c'est très bien parce que c'est pour le bien de la gastronomie, ça nous permet de progresser. Tu parles, voilà, ils sont humains. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont écrivains. On a beau aimer nos amis, mais s'ils ont un éclat ou un prix, on est là, bravo. Mais bon, un peu tendu à l'intérieur, sauf si c'est mérité. Oui. Donc vous confirmez que chaque grand seigneur finalement est prêt à aller un peu saboter le territoire de son rival. Oui, puis vraiment, les cuisines, c'est resté une féodalité. Vous savez, MeToo arrivera jamais en cuisine. Je peux vous le dire, je peux même vous l'annoncer. Voilà. La personne qui va dire qui donne un nom de chef, cette personne-là, elle a perdu son travail à vie. Ils se disent, elle, c'est que des emmerdes. Je dis elle parce que c'est souvent des femmes, en l'occurrence, qui sont quand même... Et d'ailleurs, c'est triste parce qu'en fait, on voit ces jeunes femmes devenir volontairement grossières ou imiter cette espèce de côté macho. Et après, la cuisine, après le confinement, ça a été très dur. Il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné. Ils ont travaillé ailleurs, ils se sont dit tiens, une autre vie possible ailleurs, où on commence à 9h, on finit à 17h, on est mieux payé. Alors vous retracez le parcours justement de l'histoire de la gastronomie française dans ce livre-là, et on passe par la naissance de la bistronomie, donc peut-être vous pouvez nous éclairer un petit peu, et ça va jusqu'à des origines paysannes presque de la cuisine, jusqu'à la cuisine moléculaire d'aujourd'hui. Moi personnellement j'y ai senti une petite pointe de nostalgie, voire même une sorte de manifeste qui appellerait à un retour aux sources. Quelle est exactement la position de l'auteur ? L'auteur, il peut se cacher derrière ses personnages. Déjà, ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on se rend compte que l'évolution de la cuisine a toujours épousé l'évolution de la société française. Escoffier, par exemple, qui va créer la brigade, je ne sais pas si vous voyez qui est Escoffier, Auguste Escoffier, la brigade sur le système militaire, c'est parce que lui-même a été cuisinier militaire, prisonnier, il a cuisiné pour MacMahon, ils n'avaient que du cheval à cuisiner. Donc il a inventé quelque chose comme 200 recettes de cheval, avec des épices en épices, coupées, bouillies, etc. etc. Ensuite on avance, on est dans une cuisine paysanne, la cuisine de la mère Brasier, que Paul Bocuse va porter à son apogée. Et alors c'est assez marrant, c'est paradoxal, parce que Paul Bocuse va devenir le héros ahuté de la nouvelle cuisine. Vous savez, la nouvelle cuisine, c'est au moment du nouveau roman, on est dans les années 60-70, une cuisine plus allégée. Une cuisine allégée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au lieu de rajouter de la farine pour épaissir les sauces, tu fais cuire la sauce plus longtemps pour en faire du jus. Voilà, par exemple, parce qu'avant on rajoutait de la farine, etc., etc. Et donc cette nouvelle cuisine, elle naît exactement au moment de la nouvelle vague, du nouveau roman, du nouvel observateur, de la nouvelle gauche. C'était ce désir de changer. Ensuite, vous avez évoqué la cuisine moléculaire. Alors là, on n'est plus du tout à la cuisine moléculaire aujourd'hui. La cuisine moléculaire, elle dure peu de temps, elle dure une dizaine d'années. Et la cuisine moléculaire, elle est liée, en fait, son apogée
est lié à, alors ça c'est vraiment très étrange, mais c'est vrai, au discours que prononce Villepin à l'ONU, quand il dit « on n'ira pas en Irak ». Discours de Villepin, les États-Unis, donc il y a des notes du Pentagone qui disent on va punir la France, et on va la punir là où ça lui fait mal, c'est sur le luxe et la gastronomie. Et donc, il y a une du Time qui dit désormais, l'avenir de la cuisine n'est plus en France, c'est en Espagne, Ferran Adria, Il Bulli, etc., etc. Et elle s'arrête naturellement, la cuisine moléculaire, parce qu'il y a trop de gens qui sont malades. Ferran Adria était quasiment sponsorisé par l'industrie pharmaceutique espagnole. Et les gens qui venaient manger à El Bulli réservaient une nuit à l'hôtel en face, ils y restaient 3 nuits. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, on sort de la cuisine moléculaire, et là on revient un petit peu, c'est vrai, à une idée du terroir, mais complètement reprise, remaniée par les nouveaux hipsters tatoués, barbus, qui carafent le vin nature, et qui font des petites assiettes comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un manifeste vers le retour? Oui, à la fin, quand je dis je, le chef, c'est aussi un petit peu moi. C'est-à-dire que de toute façon, moi j'ai toujours la nostalgie de tout. J'ai la nostalgie des 5 minutes d'avant, vous voyez. Donc, en vous quittant, je vais avoir la nostalgie de ce moment-là. Ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on retrouve, c'est ce que je disais hier, on retrouve ce qui faisait, si vous voulez, le bonheur d'être à table. Aujourd'hui, on a une individualisation des goûts, où moi je vois ça a changé dans les grands restaurants, les fiches que vous avez qui sont en cuisine, où monsieur n'aime pas ça, madame n'aime pas ça, etc., ça s'allonge. C'est se mettre à table, manger la même chose et être ensemble. Voilà. J'aimerais que tout ce qui est en train de se passer dans la société aujourd'hui autour, où on est dans cette petite, chacun doit être distingué de l'autre. Vous savez, on parle de vivre ensemble, et ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est que chacun a sa petite particularité, et il faut qu'elle soit respectée, etc. Au début, c'est un exemple que je donne souvent, au début de l'Odyssée, je ne sais pas si vous voyez, Ulysse arrive au royaume d'Alkynos, on fait assis, et il a passé 12 ans, 13 ans à vivre des aventures. Avant même qu'il raconte ses aventures, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent à manger, et ils mangent. Une fois qu'ils ont mangé, tous la même chose. C'est-à-dire qu'en mangeant tous la même chose, tu deviens frère, on appartient à la même communauté. Ulysse peut raconter ses aventures, puisqu'il est en confiance. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça l'est moins. Donc, ce que je dis en gros, c'est que oui, j'ai la nostalgie des grandes tablées. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs dans le Gers, ils faisaient des canards gras. Vous imaginez le truc. On passait à table à 11h30 midi, on sortait de table vers 17h30, on allait faire un petit tour d'église à Lectoure, et puis ma grand-mère elle disait « Attends, on prépare les restes ». Tu parles des restes, le foie gras, c'était reparti, etc. Et évidemment qu'à travers ça, c'est la nostalgie de mon enfance, je sais. Mais je trouve qu'on a tendance un petit peu à oublier tout ça. Voilà. Et la gastronomie, c'est la force, enfin, c'est ce qui fait la France. Alors justement, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai mangé beaucoup de gastronomie. Il n'y a rien, enfin si, je dirais il y a 2 pays qui valent la France pour des raisons différentes. Mais cette culture-là de la table, vous savez, de manger tous ensemble, ça c'est merveilleux. Même dans une famille, de se dire on prend 1h30 ensemble. en lisant Chef, on prend conscience vraiment du rôle de la gastronomie française à travers le monde. Oui. Je ne parle pas que des grands étoilés quand je dis ça. Oui, mais du coup aussi le rôle de ces chefs étoilés dans le rayonnement du pays. Quoi, ouais. Voilà. Le fait que vous évoquiez cette punition, cette sanction qui passe par le luxe et donc par la gastronomie lors du discours de Villepin, je crois qu'on n'en a peut-être pas assez conscience finalement de cette importance de la gastronomie et de nos chefs aussi, dans le rayonnement du pays. Vous avez évoqué, notamment avec Yvonne, lorsqu'elle a sa première étoile, un changement de clientèle qui survient et qui est un effet pratiquement immédiat de cette étoile. Elle essaie de garder sa clientèle de proximité, les gens du coin qui venaient à sa table, parce qu'avant tout c'était aussi l'hospitalité, c'était la bonne cuisine, mais c'était aussi cette valeur de l'hospitalité. Et puis progressivement elle perd
ses habituels et elle se retrouve avec une nouvelle clientèle bourgeoise, etc. Ça, c'est quand même, je pense, très, très concret, très réel. Oui, c'est pour ça qu'elle parle de l'étoile comme une malédiction heureuse. Et à la fin, on ne sait pas trop si elle a été heureuse d'avoir cette étoile qu'elle n'a pas souhaitée. Après, aujourd'hui, les chefs, ils sont à la fois en colère contre les guides Michelin, ils n'ont qu'un souhait, c'est d'avoir cette première étoile. Et quand tu as la première, tu veux la deuxième. Et quand tu as la deuxième, tu veux la troisième. Et le pire, c'est quand tu as la troisième parce qu'il faut la garder. Et ça, là, ils entrent dans la folie. Voilà. Enfin, la folie, en tout cas, dans le sacrifice. C'est sacrificiel. Leurs couples sont en ruine, leur famille n'existe pas. Moi, de tous les chefs que je connais, j'avais un chef, là, Christophe Pellet, qui est au Clarence, qui a 2 étoiles, qui me disait, un jour je me suis retourné, ma fille avait 8 ans. Je racontais ça à Pierre Gagnère, Pierre il me dit, ben, moi un jour je me suis retourné, mes fils avaient 30 ans. Donc c'est-à-dire que ils sont pris dans une espèce de quête de l'excellence, et par définition l'excellence est une utopie. Donc ils poursuivent des licornes, mais c'est tellement beau aussi. Et puis c'est un art à mes yeux, c'est aussi des gens qui, à 15 ans, ils n'étaient pas bons à l'école, on leur a mis une étiquette dessus, on leur a dit, alors toi tu vas partir en apprentissage, peu importe, tu vas devenir cuistot. Et ces gens-là sont devenus des artistes, et des gens, et ils méritent leur célébrité. Ils ont arraché cette étiquette, ils ont dit, voilà ce que je vais prouver, voilà ce que je vais faire. Et puis c'est incroyable quand même, ils créent une assiette qui disparaît quelques secondes après. Je veux dire, Vous avez une très belle phrase sur ça, justement. Vous dites, je ne sais pas si je l'ai noté, mais vous dites qu'on n'imaginerait pas Usain Bolt remettre en jeu son titre 2 fois par jour, et pourtant c'est ce que font les... Oui, c'est ce qu'ils font. Et des inspecteurs, ils passent 1 ou 2 fois par an. Donc vous imaginez, il faut toujours être à ce niveau-là de perfection. Alors, et puis pour manger, parfois, pour manger un amuse-bouche, derrière, il y a 2 heures de travail. Pour manger, quand vous mangez le pigeon, là, dans les 3 étoiles chez Alain Ducasse, il y a un garçon qui fait ça depuis 9 mois et qui enlève une à une les plumes de pigeon, d'abord avec la main, ensuite au chalumeau, et il termine à la pince à épiler. Et pour un pigeon que vous mangez, derrière, il y a 10 heures de travail, de cuisson, de préparation, de choix du produit. C'est fantastique. Vous évoquez ça très bien, cette quête de la beauté, cette recherche de la perfection, notamment... Mais on manque de beauté de plus en plus, là, on est quand même dans un monde... Notamment à travers le personnage de Yumi, qui est la chef pâtissière, qui travaille à son gâteau, à son dessert, qui sera vraiment presque l'apogée de sa carrière, ou en tout cas, et c'est vraiment de très jolis passages sur la quête. C'est une japonaise. J'aime bien cette japonaise. Et d'ailleurs, mon livre, je l'ai fini hier, parce que je suis assez heureux, il va être publié au Japon l'année prochaine. Et parmi les plus grands pays de gastronomie, je pensais à l'Italie et au Japon. Voilà. Pour des raisons différentes. L'Italie que vous connaissez bien, puisque vous avez publié un guide sur l'Italie. Bravo. Alors, venons quand même... C'était mon premier guide, en fait, quand je suis entré chez Michelin. On m'a dit, est-ce que tu veux partir sur la côte amalfitaine 2 mois? J'ai fait, attends, laisse-moi réfléchir. Pas trop longtemps. Alors venons-en quand même à cette histoire de guide, qui sous-tend évidemment le roman et la réalité, puisqu'encore une fois, votre roman parle d'une histoire fictionnelle qui est celle de Paul Renoir, mais on baigne dans une réalité totale tout le long. Au moment où Paul Renoir est mort, vous avez un personnage qui est Gérard Legras, si je ne fais pas erreur, qui est un critique gastronomique et qui a, je dirais, une plume assez tranchante, qui met en cause le guide. Un petit peu comme l'avait fait de mémoire Bocuse avec le Gaumillot pour l'oiseau. Non, c'était François Simon avec le Michelin pour l'oiseau. Mais il y avait aussi Bocuse qui avait pris la parole à la radio. Pour le... Oui, peut-être, oui, en effet. Oui. Oui, non, mais vous avez raison. Parce que il y a eu le Goemio qui veut juste avant le Michelin, en effet. Et donc, ça pose question, ce poids des critiques gastronomiques qui, évidemment, font des articles, alors parfois dithyrambiques, merveilleux, et ça octroie 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et parfois
Voilà, les articles sont beaucoup moins bons et ça conduit ces hommes ou ces femmes au désespoir. Vous qui l'avez connu de l'intérieur, puisque vous étiez au guide Michelin, est-ce que vous aviez conscience, j'imagine oui, mais est-ce que c'était une pression aussi que vous ressentiez dans l'écriture? Est-ce que vous aviez une autocensure ou pas? C'est très compliqué parce que on a un rôle. Alors, le guide Michelin fait très très bien son travail, c'est-à-dire que les inspecteurs sont là, ils viennent, ils paient. Je peux vous dire, on avait même 12 millions d'euros par an de frais de bouche et d'hôtel, ce qui est beaucoup. Donc on a comment dire, on a toutes les conditions de l'objectivité. Je dis bien toutes les conditions au point de vue arithmétique, parce que l'objectivité n'existe pas, à mon avis, quand on mange à table. Si vous allez manger ce jour-là, peut-être que vous êtes disputé, voilà, peut-être que votre mère vient de mourir il y a 2 jours, peut-être que ce jour-là vous avez mal au ventre, etc. Donc il y a plein de... Et peut-être que vous avez fait déjà 2 grands menus, voilà. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que le pouvoir des inspecteurs est presque trop grand. Le pouvoir du guide Michelin, bon, il tire sa légitimité de l'histoire, hein. Il a plus d'1 siècle, le guide Michelin. Alors, je ne sais pas si vous savez comment le guide rouge est né, mais donc Michelin, c'est Michelin, hein, on produit des pneus. Et au début du XXe siècle, donc Michelin a commencé par les pneus de bicyclette à la fin, vers 1880. Ensuite, ils vont produire des pneus de voitures. Il y a 5000 voitures au début du siècle, 5000 véhicules qui sont conduits non pas par les propriétaires des véhicules, mais par des chauffeurs assermentés. Et donc ces véhicules, il faut les faire, ces pneus, il faut qu'ils s'usent pour pouvoir en vendre, parce que 5000 véhicules, c'est difficile de construire une industrie dessus. Et donc ce qu'ils font, ils créent ce petit guide rouge qui est donné gratuitement aux chauffeurs en disant « Regarde, va dans la ville d'à côté, tu vas trouver une bonne auberge, il dormira là, etc. » Et d'ailleurs, c'est même Michelin qui pose les bornes kilométriques qui ont quasiment disparu maintenant, rondes. Et donc ce guide devient de plus en plus important, à tel point d'ailleurs que les GI débarquent en Normandie avec les cartes qu'il y a sur le guide, que Michelin imprime en 1944-45, en toute urgence. Et aujourd'hui, en effet, une étoile peut changer la destinée d'un restaurant. C'est-à-dire que, je dis bien une seule étoile. Bon, alors 3 étoiles, on n'en parle pas. 3 étoiles, avec 3 étoiles, tu fais venir des gens au milieu de l'Aubrac. Tu fais venir des Coréens chez Michel Bras. Voilà. Je ne sais plus qui me disait qu'il y avait une sortie d'autoroute spécialement pour aller chez Avonas, chez Georges Blanc. Ils avaient peint la gare de Roanne chez les Trois Gros aux couleurs du saumon à l'oseille, des Trois Gros, pour vous dire. Parce que c'est des maisons qui ont 3 étoiles. Vous avez vu, une fois que Michelin a enlevé la 3e étoile à Bocuse, ça a été d'une violence extraordinaire, ce qu'on a pris. Donc, le guide Michelin ne peut pas ne pas exister. Parce que, de toute façon, on le remplacerait parce qu'on a toujours besoin de notes, etc., etc. Mais en effet, parfois, son influence... moi, je me souviens très bien que quand j'allais dans les restaurants avec les chefs et qu'ils savaient qui j'étais, c'était les eaux qui s'ouvraient, c'était Moïse, quoi. Je n'en demandais pas tant. Voilà. Donc, en tout cas, un guide doit exister et Michelin fait sans doute le boulot mieux que les autres. Voilà. Moi, je les ai vus travailler, les inspecteurs. Hein. C'est même un travail qui fait rêver de l'extérieur, mais qui est pas simple. Hein. Vous êtes toute la semaine ou 2 semaines d'affilée sur la route, vous sortez, vous mangez, vous entrez dans votre voiture, vous faites 500 km. Moi, j'aimerais pas. Puis moi, je les vois se transformer physiquement. Hein, ils arrivent jeunes à 30 ans et à 40, on dirait qu'ils en ont 55. Hein, parce que c'est pas anodin. Voilà. Et puis le soir, ils font des Skype avec leur enfant qui vient de naître. Enfin, et ça dure 15 ans.
Et puis c'est vraiment très à l'ancienne, le système des inspecteurs, vous savez, très à l'ancienne. C'est-à-dire que le plus ancien a toujours le droit de choisir sa région. Donc le plus ancien va choisir la Côte d'Azur ou la Haute-Savoie. Et les jeunes, ils se retrouvent dans les Hauts-de-France. Ouais. Et c'est pareil, souvent, ils se réunissent et ils ne parlent que d'une chose, ils parlent que deux choses. La gastronomie, donc la bouffe et les bagnoles. Parce que ils vivent dans leur voiture, c'est extrêmement important pour eux. Et là, le plus ancien a le droit d'avoir la plus grosse voiture. Et donc dans les parkings du guide, il y avait l'énorme Mercedes de l'ancien, et puis, voilà, je ne sais pas si je le décris là, non, mais jusqu'à la petite Twingo du petit nouveau qui venait d'arriver. Et après, il passe des étapes, c'est très très long. Pour devenir inspecteur, on est presque ordonné inspecteur au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un superviseur, un senior qui vous regarde. Ouais. Et puis après, donc à la fin de la première année, vous avez le droit d'aller tester votre premier 3 étoiles, etc. etc. C'est tout un processus presque maçonnique. Oui. Et alors sont-ils anonymes justement quand ils se rendent dans les différents Oui, ils le sont. Ils le sont, ils bougent, ils sont jamais dans la même, ils retournent dans la même région tous les 4 ans. Et maintenant, de plus en plus, on les envoie à l'étranger parce qu'il y a de plus en plus de guides à l'étranger aussi. Donc, et on fait venir aussi des inspecteurs étrangers. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand ils arrivent dans une région ou la Côte d'Azur, la Haute-Savoie, c'est que quand ils passent chez un chef, ils se connaissent entre eux, ils s'appellent, il est là, il est là. Donc, voilà, le mec, souvent, quand même, il ressemble moins aux inspecteurs à l'ancienne avec les bretelles, qui sauçaient, etc. Mais quand même, voilà, souvent, ils appellent pour 2 personnes, ils viennent tout seuls. Ils font pas le coup de la serviette qui tombe pour savoir s'ils ramassent, voilà. Mais à une époque, ils allaient regarder les pneus sur les parkings pour savoir si c'était des Michelin. Tous les chefs faisaient ça. Ouais. Alors vous nous parlez, on va revenir sur le guide dans un instant, mais vous évoquez ce pouvoir des chefs, notamment au sein même des territoires. Vous dites qu'un chef étoilé sur un territoire, c'est aussi quelqu'un qui a parfois plus de notoriété et de poids qu'un maire ou qu'un député. Ah, ça c'est sûr. Je veux dire que Georges Blanc, il fait plus le beau temps. Hein. Il dit tu refais ce trottoir, tu fais construire un cinéma. Bocuse à Lyon, Édouard Herriot a dit de la mère Brasier qu'elle faisait plus pour la réputation de la ville que lui. Édouard Herriot, c'était le maire de Lyon. J'étais encore enfant. Si on imagine, en tant que personne extérieure, que le guide, finalement, peut faire ou défaire ces hommes de pouvoir, ces femmes et ces hommes de pouvoir, comment analysez-vous cette décision qui a été prise lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dont vous parlez dans le livre, de faire du guide un bien national? Alors ça c'est dans mon livre, il n'a pas vraiment dit comme ça, mais ce qui s'est passé moi dans mes dernières années où j'étais chez Michelin, je suis parti il y a juste 10 mois, 11 mois, c'est qu'on a eu une offensive macronienne hallucinante sur le guide. C'est-à-dire qu'il voulait s'en emparer clairement, parce qu'il se dit on a un organe privé qui, quand il dépose une étoile, engendre une richesse extraordinaire, parce que 3 étoiles dans une ville, c'est à côté des commerces, des gens qui vendent des producteurs de légumes, des bases aéronautiques, pour que les avions puissent venir. Enfin, c'est incroyable. Par exemple, la Haute-Savoie, c'est pas pour rien, c'est parce que tous les Suisses, ça prennent un argent fou, même ici, dans cette région. Ce n'est pas l'argent qui manque. Et donc voilà, le gouvernement s'est dit, pour nous, le gouvernement quand même qui a peu de levier encore, c'est une manne dont ils auraient aimé s'approprier, mais ils l'ont fait avec tellement de maladresse. Et c'était incroyable, c'est-à-dire qu'ils nous faisaient travailler, parce qu'en fait, nous avons les contacts. Il suffit que le Michelin dise à tous les chefs du monde, vous venez ce jour-là, à cette heure-là, tous les chefs du monde viennent. C'est incroyable. Et quand je vous dis tous les chefs du monde, c'est Hong Kong, États-Unis, etc., etc. Ce qu'un gouvernement est incapable de faire. Macron va passer des coups de fil, il n'y arrivera pas. Et donc, ils nous demandaient de faire ça, et après, ils nous ont dit, je peux tout vous raconter, on a eu
un coup de fil surréaliste. D'ailleurs, on ne se voyait pas, on avait juste la voix du type, mais je l'imaginais, vous savez, avec les chaussures sur son bureau, comme ça. Vous savez, en arrière sur le fauteuil, comme ça. Bon, ouais, à faire comme ça, de l'Élysée, hein. Et il nous avait dit, bah, vous, on vous gardera 2-3 sièges pour la conférence. Donc ça s'est arrêté comme ça. Voilà. Après, il y a eu le confinement. Et donc cette volonté de faire du guide bien national, c'est... Ça ne se fera jamais, parce que même Michelin, en fait, a pu payer, parce que le guide perd énormément d'argent. C'est un gouffre financier. Et c'est le pneu qui gagne beaucoup d'argent, qui a pu sponsoriser. Maintenant, c'est même plus possible. Donc maintenant, on essaie de trouver une économie pour le guide Michelin qui soit viable. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez nous voir à Dubaï, qu'on était en Russie, etc., etc. C'est-à-dire que les pays paient, par exemple, la Thaïlande nous avait donné 1,5 million pour qu'on aille faire une étude. Est-ce que le pays vaut qu'il y ait un guide rouge? On ne dit pas on va le faire. Vous voyez? Juste nous, on s'occupe d'envoyer des inspecteurs, etc., etc., etc. Et si on le fait, alors là, parce que pour les pays, c'est extraordinaire. Et notamment, de la même façon que le Qatar va prendre le PSG, parce qu'ils ont besoin de se donner une comment dire, quel est le mot, une respectabilité. De la même façon, Erdogan veut absolument un guide rouge. Parce que, quelque part, on tamponne. Donc, je vous dis, le poids politique du truc. Oui, on le mesure. Grâce à votre livre, on le mesure. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'un guide rouge à Istanbul, ça veut dire que les gens peuvent y aller, qu'il y a des restaurants, que c'est une manne touristique. Donc, quand les pays investissent 2 millions d'euros, pour eux, c'est rien du tout. Par rapport à tout ce qu'ils vont gagner derrière. Et bien sûr, Michelin va être critiqué là-dessus. Parce que c'est critiquable. La Turquie, maintenant, je ne sais pas. Dubaï, je ne suis pas certain non plus que ce soit. Voilà. La Russie, c'était moi qui fais le guide Russie. Mauvais tempo. Hein. Oui, et puis après, voilà, quand on découvre aussi la pression que cela met sur les épaules de certains chefs et les drames qui peuvent survenir parce qu'on espère une note, une étoile, une consécration. La note, c'est dans le oui, dans le Gomio. Enfin voilà, on espère une reconnaissance. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que ça pose question et vous êtes assez, assez mordant quand même sur ce sujet-là dans la fiction que vous proposez, vous le mettez... oui, mais sans régler de compte, jamais. Et d'ailleurs, j'étais très content parce que tous les chefs, les grands chefs qui l'ont lu, ont apprécié. Voilà. Alors, et donc ça prouve que ce que je racontais est vrai dans les anecdotes, parce qu'aucun n'est venu me dire « t'as exagéré », etc. Au contraire, je pense qu'ils se sont dit « il n'a pas tout raconté ». Et je n'ai pas tout raconté. Il y a des choses que j'ai tues parce que je pense que les gens n'auraient même pas cru. Justement, donc j'ai 2 petites questions pour finir avant de laisser la parole à votre public. Mon avant-dernière question, c'était est-ce qu'on a encore tous ces amis dans le milieu de la critique gastronomique après chef, ou est-ce que ça froisse un petit peu? Oui, ça peut froisser certains critiques gastronomiques, mais vous savez, les critiques gastronomiques, ils sont invités dans tous les restaurants. Comment être critique quand on est invité quelque part, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Où est l'objectivité quand vous passez une soirée avec votre femme, tout frais payé, avec du champagne, tout ça, c'est... Bon, le milieu ne vous tient pas rigueur d'avoir levé un petit peu le voile sur... les chefs, c'est eux qui m'importent, non. Voilà, les critiques, là, moi, je n'y pense même pas. C'est comme les influenceuses food, ou littéraires d'ailleurs, les blogueuses littéraires qui reçoivent tous les guides, les livres. Si elles vont critiquer un livre, elles ne recevront plus de livres de Gallimard ou de Grasset. Donc c'est sûr qu'elles ne vont pas critiquer. Mais tout ça est faux, messieurs. C'est pour ça que j'adore la gastronomie, parce qu'il y a quelque chose de vrai. Le milieu littéraire, il est... Bon, personne ne dit ce qu'il pense, quoi. C'est supportable quand vous connaissez les auteurs et ce qu'ils pensent des livres des autres, et après ce qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Mais comment? Tellement d'hypocrisie. Moi, je ne mets rien, je ne dis rien, voilà. Mais les chefs, au moins, il y a un côté... Ils sont ancrés dans le terrain. Ce sont des vrais gens, quoi, palpables. Quoi. Voilà. Et ils sont prêts à se sacrifier pour la beauté de leur art. Voilà. Moi, je plaide aussi pour... on en parlait dans la voiture, pour les métiers manuels, le fait aussi que
être menuisier, c'est bien plus beau peut-être que d'avoir bac+5 et de passer sa vie dans un endroit à ne rien faire, et à échapper. Et voilà. C'est ça aussi la gastronomie. Je plaide pour que la France se rende compte de la richesse inouïe qu'on a perdue et qu'on est peut-être un peu en train de retrouver. Voilà. On s'est rendu compte après l'incendie de Notre-Dame qu'il y avait des tas de choses qu'on ne savait même plus faire. Voilà. Donc c'est un peu des compagnons du devoir, hein, les chefs. Hein, parce que finalement, ils voyagent les grands chefs voyagent de brigade en brigade, de chef en chef, et ils apprennent ici, ils apprennent là, ils apprennent là. Et c'est ça qui constitue une identité gastronomique. C'est d'ailleurs le voyage que vous nous proposez dans le livre. On se promène, on passe par le Moulin Rouge, on va chez Maxime, on passe chez Bocuse. On se promène, c'est vraiment... On va chez Bocuse, oui, On va chez Bocuse, entre autres, tous les grands noms, je crois, beaucoup de grands noms nous sont proposés. Dernière question. Il me semble avoir lu que vous seriez envoyé spécial pour Paris Match pour la prochaine cérémonie des étoiles en 2023. C'était la précédente cérémonie où je suis parti pour... je ne sais pas où je l'avais lu, mais c'est exact. J'étais à Cognac pour la cérémonie des étoiles, pour Paris Match. Et c'est la première fois où je revoyais tous les chefs mon livre avait paru avant. Donc j'y suis allé avec une légère... ouais. Puis ça s'est très bien passé. Bon, en tout cas, au-delà de tous les sujets que nous avons balayés, je dois dire un mot sur l'écriture en elle-même de votre livre. Très très bien. Non mais parce que c'est vrai, parce qu'on oublie de le dire, c'est pour ça que j'étais content que vous ayez lu un extrait, parce que je peux vous parler pendant des heures de ça, mais vous ne savez pas comment j'écris. Non, moi j'ai vraiment Ce sont que des alexandrins. Alors, moi, j'ai vraiment envie de faire des commentaires sur l'écriture, parce que je vais vous dire, mon premier ressenti en fait, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, ce livre, il est écrit comme un coup de feu en cuisine. C'est-à-dire avec rythme, précision, c'est percutant, c'est délicieux, c'est vraiment... c'est vif. À aucun moment on s'ennuie. D'abord, vous l'ouvrez, et je ne vais pas dire que vous allez le lire d'une traite, vous allez le boire cul sec presque. Enfin, vraiment, c'est passionnant. Parce qu'il y a du Rabelais en vous, évidemment. À la fois, vous nous régalez avec plein de recettes de cuisine. Alors faites attention, parce que je crois qu'on prend 5 kilos en lisant le vidéo. Parce qu'il y a tellement de recettes de cuisine que ça nous donne faim toutes les 5 minutes, d'une part. Et par ailleurs, vous nous instruisez aussi. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses sur la gastronomie française et l'histoire de cette magnifique discipline qu'est la cuisine. Et tout ceci est parfaitement rendu par une écriture très précise et qui met le tout en valeur, vraiment. Donc je tenais à le dire, donc cette écriture particulièrement précise et rythmée, et l'organisation entre ces flashbacks et ce présent. Tout ça fait, je crois, une recette magnifique à lire. Parce que je mets à chaque fois un petit cliffhanger à la fin du chapitre, ce qui fait que vous êtes obligé de passer par le chapitre pour revenir à l'autre. Exactement. Non, c'est un livre passionnant que je vous invite à découvrir, à déguster très très rapidement. Et sur ce, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, l'auteur est à vous. Moi, j'aurais pas une question. Quand vous attribuez une étoile, c'est en fonction de vos goûts personnels ou c'est la cuisine du moment? C'est-à-dire, est-ce que c'est, voilà, en ce moment, c'est la cuisine avec les racines, moi, personnellement, la cuisine des racines, ça dépend de tellement de critères, il n'y a pas vraiment de critères, c'est est-ce que l'assiette elle est supérieure aux assiettes qu'il y a autour. Dans un désert gastronomique, un restaurant aura plus de chances d'avoir une étoile qu'à Paris où c'est beaucoup plus difficile qu'en province d'avoir une étoile. Alors aujourd'hui, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, c'est le développement durable. Est-ce qu'on est plus sur une cuisine du légume? Vous voyez, maintenant, la viande tend à disparaître, il y a plus de poissons. Ça dépend d'une alchimie particulière. Voilà. Parce que chaque inspecteur a un palais particulier. On a oui, pas le même palais. Oui, mais quand même moi qui ne suis pas inspecteur, je sais quand un restaurant va avoir 1 ou 2 étoiles. En fait, je pense que le fait d'y être depuis 15 ans et de manger régulièrement, on a une espèce de grille comme ça, on voit comme ça. On voit aussi tous les détails qui ne vont pas. Moi, quand je vais dans un restaurant, d'ailleurs, c'est toujours compliqué pour moi d'oublier mon métier, quoi. Moi, j'aime bien les bistrots
à Paris, il y en a pas mal qui sont comme ça, où j'oublie l'assiette et je peux discuter. Si on va dans les 3 étoiles, par exemple, c'est très difficile d'avoir une discussion suivie, on est happé par l'assiette, par le service, etc. Mais oui, mais ceci étant dit, j'adore les plats très simples aussi. Voilà. Je suis exactement d'accord avec elle. Le goût, c'est une affaire, je dirais presque de culture et d'habitude. Un Italien sera une mauvaise et une bonne pizza, un Espagnol une bonne ou une mauvaise paella. Là, les inspecteurs sont envoyés au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, et c'est des goûts complètement différents. C'est très difficile de pouvoir. Oui, mais vous, madame, si on vous met 2 pizzas, on dit que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas italienne, etc. Oui, d'accord, mais pour aller jusqu'aux étoiles, il faut aller. C'est beaucoup plus fin que ça. Oui et non. Je pense que si on faisait un test avec vous tous, à chaque fois vous serez d'accord. Sur un poisson, est-ce que ce poisson est cuit ou pas cuit, etc. etc. Je ne suis pas sûre. Il y a des nourritures qui sont très très typiques d'une Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en effet, les gens aiment beaucoup. Là, qui n'est pas du tout apprécié par ailleurs. oui, c'est vrai, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait voyager les chefs, les inspecteurs à l'étranger, parce que c'est vrai que appréhender la nourriture japonaise, par exemple, qui est une nourriture qui travaille sur les textures ou sur des températures même différentes. C'est une cuisine du froid, une cuisine du couteau. En France, on est plus une cuisine de la fourchette. En Italie, c'est une cuisine de la cuillère. En effet. D'ailleurs, en Italie, c'est notable parce que c'est resté une cuisine de la mama, contrairement en France. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Après, ce sont des gens qui, pendant 20 ans, font que ça, jour après jour. Donc, on se fait une culture des goûts comme ça, je pense. En fait, on devient ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Et le choix de l'établissement, c'est l'inspecteur qui le fait ou c'est le guide Michelin qui le dirige? En fait, au tout début de l'année, on a une carte, on se dit où on va aller, puis ils commencent à tracer leur périple et ils lisent tout ce qui est publié, ils lisent la presse locale, les blogs, etc. Donc, s'il y a une nouvelle adresse, ils vont très vite à l'office de tourisme, qu'est-ce que vous nous proposez. Donc, peu de choses leur échappent. Le seul problème, c'est que comme le guide était publié toujours en mars, et que en janvier de l'année précédente, ils avaient déjà testé des tables, on a l'impression parfois qu'ils arrivent en retard alors qu'ils avaient déjà trouvé la table. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il est en train de devenir numérique, ça fait que les tables vont très régulièrement, vous saurez régulièrement où aller manger. Et le rapport avec les cuisiniers? Si vous attribuez une étoile, après vous retournez quand même dans cet établissement, peut-être 1 an ou 2 ans après, le rapport avec les cuisiniers, comment ça fonctionne? Maintenant, avant les inspecteurs se présentaient, maintenant ils ne se présentent plus, donc il n'y a plus de rapport. C'est anonyme, ça reste anonyme? Oui, ils viennent, ils partent. Non. Avant, ils se présentaient, oui. Ils restaient avec le chef, et d'ailleurs, c'était vraiment très bien, parce que pour le chef, c'était le seul contact qu'il avait avec Michelin. Et donc, c'était 1 heure, 1 heure et demie. C'était une psychanalyse. Moi, j'ai assisté à des choses incroyables. Ils se mettent à pleurer, ils racontent leur femme, leur fille, l'amant de la femme. C'était incroyable. Ça commence naturellement et ça finit. C'est une séance de psychanalyse. Puis ils peuvent toucher. Vous imaginez ce que ça représente, c'est fou. Et il n'y a jamais de corruption, on n'achète pas. C'est impossible. Si vous savez en plus comment. Non, mais Michelin, vous savez, c'est l'entreprise protestante de Clermont-Ferrand, paternaliste dans tout ce qu'elle a de. Aujourd'hui, moi, j'étais payé par la Compagnie nationale du caoutchouc encore. Vous voyez. Et quand à Paris on a fait ces classes, tu peux arriver à un certain niveau hiérarchique. Pour progresser, il faut quand même aller descendre à Clermont-Ferrand. Par exemple, moi j'étais cadre là-bas. On est obligé de faire 3 semaines à l'usine, à faire des pneus. C'est un contremaître qui va vous donner des ordres. Donc Michelin c'est très ça quand même. Donc la corruption pas du tout. D'accord, c'est vrai pour Michelin, mais c'est bête pour les guides. Je pense que le Goemio, c'est aussi un bon guide. Après, est-ce qu'il peut y avoir des amitiés
entre ceux qui viennent et les chefs, peut-être. Est-ce que, voilà. Enfin, même pour Michelin, ça peut se passer. Parce que garder une 3e étoile pendant plusieurs années, normalement, la qualité n'est pas toujours la même. Quand même. Je peux vous dire, monsieur, qu'il donne tout pour que ce soit la même. Il y a rarement de fausses notes. Hein. C'est ce que j'essaie de dire, c'est presque hallucinant d'ailleurs, de sortir des plats, des cuissons d'un homard juste saisi, toujours le même. Le magazine L'Express avait sorti des documents un peu inédits après la mort de Bernard Loiseau. C'était des documents internes au guide apparemment, alors je ne sais plus si c'était Bonio ou Michelin, mais il y avait eu une genre de contrôle et donc la femme de Bernard Loiseau envoie un message au guide en disant « Nous avons bien pris note de vous », parce qu'ils risquaient de perdre leur 3e étoile. Et, nous avons bien pris note de vos remarques. Michelin. Mon mari est en train de revoir absolument toutes ces cartes, toutes ces cuissons, toutes ces sauces, etc. Quoi. Le stress que ça doit faire. Voilà. Et on peut, le guide Michelin attribue combien d'étoiles dans une année? Est-ce qu'il y a un nombre limité ou c'est suivant Non, c'est la suivant. visite des restaurants Alors, au niveau des 3 étoiles, il ne peut pas y avoir 50 3 étoiles en France. Ouais. Donc là, ils sont 31, c'est déjà beaucoup. Parce que plus on rajoute de 3 étoiles, et moins la valeur de la 3e étoile est importante. Ouais. Mais sinon, au niveau des 1 étoile, non, on est ravis d'en donner. D'accord. Après, il y a des établissements historiques qui depuis longtemps peut-être sont tombés, alors là je reviens vers vous, hein, peut-être à 2 étoiles, 1 étoile et demie, mais qu'on ne peut pas enlever. On n'a pas enlevé la 3e à Bocuse du temps qu'il soit vivant, alors que bon, on demandait beaucoup aux autres chefs pourquoi est-ce on ne pouvait pas demander ça à Paul Bocuse non plus. Il faisait la cuisine très lourde, très épaisse, très beurrée, très traditionnelle, avec un service à l'ancienne, etc. Mais je pense qu'ils vont reprendre leur 3e étoile parce qu'ils ont changé beaucoup de choses. À une époque, les chefs venaient à Paris, à Boulogne, à Paris puis à Boulogne, voir le guide, et le guide leur disait, voilà, c'est un peu là, ce que je décris, et c'est vrai qu'ils repartaient, et il suffisait d'un silence pour qu'en rentrant, ils changent entièrement leur cuisine. Un silence, une hésitation. Et mon Rouget, votre Rouget, il faut lever le Rouget de la carte. Oui. C'est fou. C'est un peu une histoire d'amour à la mort, à l'amour. Ouais, mais totalement. Ils disent Michel, j'en ai marre. Souvent d'ailleurs, ils craquaient devant moi parce que j'ai des copains chefs. Ils me disaient j'en ai marre. Et puis la nuit, ils en rêvaient à nouveau, quoi. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Et puis vraiment, j'ai quand même voulu écrire un roman que vous appreniez des choses au détour, vous voyez, et que ce soit pas un truc un peu encyclopédique. Voilà. Non, c'est pas la cuisine. Enfin, j'espère que ça vous plaira, que vous voterez pour moi, parce qu'il paraît que vous... Ou alors moi, je vais bourrer en bas là. Remarque que René Frény, j'adore. Juste une dernière question. Je n'ai pas très bien compris votre rôle maintenant, parce que vous êtes journaliste, mais vous n'étiez pas inspecteur. Moi, j'étais la plume, en fait, du guide rouge. Donc, c'est-à-dire que les inspecteurs faisaient remonter toutes les informations, qui étaient des fiches très techniques. Et moi, j'avais, par exemple, je m'occupais du magazine Étoile aussi. Et j'avais comme l'objet de mon travail, c'était de réécrire un petit peu, rédiger, parce que c'était illisible. Parce que pour chaque plat, il mettait 15 lignes. Et donc, en fait, finalement, de l'écrire pour vous, pour donner envie, oui, c'est ça. C'est-à-dire regrouper parfois en 3 lignes, ou en 5 lignes, ce qui est tout petit, ce que eux avaient écrit en 5 pages. Et qui est-ce qui décidait de l'attribution? Ah bah alors ça, c'est la séance étoile à la fin de l'année. La séance étoile à la fin de l'année, je le décris aussi. On pose tous nos téléphones à l'extérieur, on entre dans une salle, on a tout pour manger, on ne sort pas de la salle,
même si ça doit durer 15 heures, tant que les étoiles n'ont pas été... Et voilà, et puis... Il a fini comme tout était. Habemus Papam. Pourquoi cet antagonisme avec son fils Mathias? Alors, je me suis inspiré, Mathias, en fait, je me suis inspiré d'un chef qui s'appelle Mathieu Paco, qui est le fils de Bernard Paco. Bernard Paco, qui est un très 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 grand cuisinier, qui a été recueilli par la mère Brasier, orphelin recueilli par la mère Brasier, et qui est aujourd'hui le dernier à faire à l'Ambroisie, la même cuisine que la mère Brasier. Et Mathieu Paco, son fils, n'a cessé de vouloir le tuer symboliquement parce qu'il veut aussi être chef. Mais ouais, c'est ça. Donc, comme je disais, j'ai repris aussi une des phrases. C'était Mathieu Paco, il avait 2 restaurants à un moment, et sur un restaurant il a eu 2 étoiles, et sur l'autre restaurant il a 1 étoile. Et Bernard Paco, lui, a 3 étoiles depuis une trentaine d'années. Et donc c'est l'anniversaire de Bernard Paco, et le fils se lève pour réclamer la parole, et il dit, vous vous en souvenez d'un livre que je raconte, et il dit, tu vois, toi tu as mis 30 ans pour avoir 3 étoiles, moi il m'a fallu 2 ans. Le jour d'anniversaire de son père. Dans la violence du truc. En plus, il n'a pas vraiment 3 étoiles, il a 2 plus 1. Comme on a toujours cette haine, aussi bien dans une brigade entre les gens qui s'affrontent en fait, en permanence. Et puis après, il y a l'histoire familiale du père, du fils. Et le fils, à la fin, il se rend compte qu'il aime son père. Et il sait pas... Il s'aime, mais même lui, finalement, il y a une histoire de femme entre eux aussi. Une histoire de fille. Non, mais c'est bien imbriqué, hein, tout ça. Oui, c'est bien tissé, hein. Vous avez vu? On s'est bien gardé de révéler. Oui, parce qu'il y a quand même un gros secret à la fin. Des rebondissements. Enfin, il y a 2 gros secrets. Il y a 2 gros secrets. On arrive. C'est l'idée, c'est quand même que... C'est qu'à un moment que vous avez terminé le livre, c'est comme... Vous êtes bien, comme au restaurant, vous n'avez plus faim, quoi. Voilà. Là, normalement, vous n'aurez plus faim. J'espère. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai écrit beaucoup pendant le confinement. Le premier confinement. C'est très bizarre parce que j'avais l'impression d'écrire sur un monde qui allait totalement disparaître. Vous savez, le début, là. Les restaurants étaient fermés, on était partis, on allait faire les courses avec des gants, des masques. Et moi, j'écrivais, la cuisson des poissons. Je me suis dit, c'est terminé. D'ailleurs, à un moment, c'était un peu vertigineux. J'ai appelé mon éditrice, j'ai dit, mais est-ce que... À quoi bon? Oui, on a eu très peur, hein, tous, je crois, de perdre tout ça. Et on a souffert de ces privations-là. Bon, en tout cas, merci. C'était une très bonne présentation. Bravo. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Vraiment, je ne serais pas les votes sont ouverts pour le prix des lecteurs. Messieurs, dames, faites-vous plaisir.